Il y a des grosses inefficiences. Clairement, acheter 10 appartements avec un associé, avec le même niveau d'énergie, t'en as peut-être acheté 7 ou 8 tout seul. Une journée typique, c'est 10 visites, 4 offres, un achat. Et moi, j'avais pas pour ambition de vivre de l'IMO, c'était plutôt accumuler le plus de patrimoine possible. Et pour ça, il fallait que ça me prenne le moins de temps possible. Bienvenue sur Les Investisseurs 4.0, le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. Quand on construit un patrimoine immobilier locatif pour gérer des revenus alternatifs, on doit souvent faire des concessions en termes de temps pour gérer tout ça et se pose alors la question de maintenir ou non son emploi. Thibaut, notre invité du jour, a fait lui le choix de maintenir toutes ses activités en continuant de développer massivement son parc immobilier locatif. Au début de son parcours, il s'était donné l'objectif d'acheter 5 biens par an et de voyager dans 10 pays. Objectif dépassé en 2022 puisqu'il signe au cours de l'année l'acquisition de 6 appartements pour 1 million d'euros d'actifs immobiliers au total. Au cours de notre conversation, Thibaut nous explique son approche. On y verra aussi pourquoi il se concentre sur les appartements en copro plutôt que sur des immeubles de rapport, pourquoi il choisit de gérer seul la location de ses biens et le temps que cela lui prend, comment en tant que non-résident il parvient à emprunter pour investir en France, ses conseils pour négocier des bonnes affaires, sa vision de l'association, enfin ce qu'il pense du statut d'entrepreneur et de la liberté financière, ce qui t'étonnera peut-être au regard du nom de son podcast sur l'investissement Bye Bye Patron. Bref, une conversation éclairante et décontractée avec un investisseur qui a de la bouteille, une stratégie définie et un profil atypique. Avant de démarrer, je te rappelle que si tu apprécies ce podcast, tu peux l'aider à grimper dans les classements en t'abonnant, laissant un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, ou en le partageant auprès de ton entourage ou sur les réseaux sociaux. Tu peux me taguer d'ailleurs directement sur Instagram, LinkedIn ou Twitter. J'y répondrai avec plaisir. Allez, on part à la rencontre de Thibaut et de son parcours dans l'immobilier. C'est parti. Salut Thibaut, bienvenue chez Les Investisseurs 4.0. Salut Paco, ça me fait super plaisir de partager l'affiche avec toi aujourd'hui. Non, tu prends le plein de l'affiche, hein, Thibaut. Là, moi, je ferais juste le petit carré en bas à droite, là, tu vois. Je dis aussi à mes invités, vous êtes les stars de l'épisode, donc parfois il y en a qui prennent trop leur aise, mais voilà. Faut le rappeler, quoi, gentiment. Ouais. Bon, ouais, non, mais le plaisir est le mien, Thibaut, de te recevoir, et je pense que beaucoup déjà qui écoutent des podcasts d'investissement ont reconnu ta voix déjà à la base, donc seront contents de savoir qu'on est à la maison ici. Est-ce que tu pourrais néanmoins te présenter peut-être pour les gens, la faible portion de gens qui te connaissent pas du tout en fait? Bien entendu. Mais je pense qu'il y en a quand même quelques-uns, hein. Avant pour préparer le podcast, j'ai regardé les invités que tu as eu. On en a quand même eu des très différents, donc très probablement qu'on a aussi des auditeurs en partie différentes. Donc moi je m'appelle Thibaut sur les réseaux, je suis connu sous le nom de Bye Bye Patron, un nom qui m'est venu comme ça en septembre 2020. J'avais aucune idée des conséquences à l'époque et de tout ce que ça allait amener. Si je devais pour ce qui me résume bien, je pense c'est mes objectifs de l'année. Donc là on est fin 2022. Moi j'avais 2 objectifs et ça fait déjà plusieurs années que je les ai, c'est acheter 5 biens immobiliers par an et voyager dans 10 pays. Donc et après autour de ça, toute ma vie elle est un peu orientée par rapport à ça. Donc déjà je dois financer ce train de vie un peu dispendieux, hein. Donc les apports en IMO et puis les billets d'avion, c'est mes 2 principales sources de cash burn. Donc j'ai une activité, j'en parle pas trop parce que c'est assez confidentiel et puis en fait ça va peu inspirer les gens, mais j'ai étudié très très longtemps la finance d'entreprise, quasiment pendant 12 ans. Je suis un peu expert dans tout ce qui est valorisation de business, de marque, etc. Donc je conseille les plus grosses sociétés du monde par rapport à ça. Donc ça j'en parle pas beaucoup, mais voilà, c'est comme ça aussi que je peux financer tous ces biens immobiliers et puis mon train de vie. Et après à côté de ça, j'ai le podcast Bye Bye Patron où je parle de mes investissements immobiliers. Je commence à en avoir pas mal. Et puis autour du podcast, maintenant il y a plein de choses qui sont créées. J'ai écrit des livres, j'ai fait des événements, donc un peu style les Marseillais à Dubaï, mais c'était les investisseurs à Turkheim en Alsace, voilà. Et puis on a été à Budapest récemment. Je pense là où peut-être je suis un peu différent des autres invités que tu as pu avoir, c'est que déjà je suis non résident français, donc je suis né en Alsace comme vous pouvez l'entendre, mais je suis non résident français, donc ça complique pas mal de choses par rapport à mes financements. Voilà, j'ai des biens dans plusieurs pays et aussi j'ai un associé sur beaucoup de biens qui est un de mes meilleurs amis, on se connaît depuis le lycée. Donc voilà, c'est une gestion un peu différente des investisseurs qui sont en couple ou tout seuls qui résident en France.
Du coup, c'est intéressant parce que c'est un thème sur lequel je voulais t'emmener aussi peut-être un peu plus tard sur justement tout ce qui est investir à l'étranger, de l'étranger ou à l'étranger, et puis en association, c'est aussi un truc un peu intéressant. Peut-être pour parler d'abord vraiment sur ton parcours IMO en fait, si on l'isole de tout ce qui s'est ramifié derrière, mais comment ça a commencé et est-ce que tu peux peut-être du moment où tu as commencé à aujourd'hui nous faire un petit peu un panorama de de comment ça s'est construit tout ça? Donc en fait, moi j'ai déménagé à l'étranger, comme on dit, par les hasards de la vie. Souvent c'est une femme qui s'appelle les hasards de la vie. Donc quand j'étais étudiant, j'ai fait une mauvaise rencontre. À la base, je voulais être expert comptable en France. Donc j'ai les diplômes jusqu'à bac plus 5-6 là, ça s'appelle un diplôme supérieur de compta et de gestion. Et puis ensuite, j'ai rencontré celle qui a été ma compagne pendant très longtemps ensuite, qui était étrangère. On a dû décider où est-ce qu'on allait habiter. Moi, je voulais pas habiter. J'étais étudiant à Strasbourg. Je trouvais que c'était une super belle ville quand on était touriste, mais une très mauvaise ville pour habiter parce qu'elle est super bouchonnée. Alors bon, ceux d'Île-de-France, ils devraient rigoler, mais tu te déplaces à vélo, c'est bien sympa quand t'as le temps, que tu vas boire des bières, mais quand tu travailles, voilà. Moi, je voulais pas habiter là-bas, donc on avait plusieurs possibilités. On est parti à l'étranger et je suis arrivé dans une ville où l'immobilier était déjà super cher et où en fait c'était vraiment une préoccupation de tout le monde. Je pense à Paris, ça doit être un peu pareil, sauf que les gens, il y en a plein qui peuvent rien acheter. Nous, on était vraiment à la limite. À l'époque, c'était déjà 5-6 000 euros le mètre carré. Et donc, c'est vraiment, ça devient très vite en tête qu'il faut acheter des biens. Je connaissais beaucoup d'investisseurs immobiliers à côté. J'ai un de mes meilleurs amis, rien à voir, enfin, je l'ai pas connu de l'immobilier, il a plus de 100 biens avec son père, mais c'était pas du tout, moi, je voyais toutes les galères, je voyais pas du tout le bénéfice. Et même lui, 15 ans après, il est toujours encore enfin, il en profite pas vraiment. Il est toujours dans des nouveaux projets. Et ensuite de là, on a vu l'immobilier, il a continué à monter. Donc dans cette ville, maintenant, on a dépassé les 10 000 euros du mètre carré. De là, j'ai racheté un bien dans cette ville parce qu'à l'époque, je savais pas comment ça allait se passer pour mes investissements en France. À un moment, j'étais endetté peut-être à 60-70% de mes revenus. Et puis là, j'ai appris qu'il y avait du meublé parce qu'en fait, j'avais peur de payer 2 fois des impôts dans 2 pays. Contrairement à ce qu'on pense, l'idée répandue, c'est les impôts sur le revenu en France sont pas si élevés que ça par rapport à d'autres pays d'Europe. Par contre, bon, les prestations, les cotisations sociales, là, on n'en parle pas, hein. Mais donc payer 2 fois des impôts, ça aurait complètement tué la rentabilité de mes biens. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai revendu des biens que j'avais à l'étranger pour investir en France. Et en France, j'ai commencé tout petit. J'ai acheté mon premier bien à 23 000 euros. C'était mon tout premier épisode de podcast que je possède toujours, qui tourne en location courte durée à plus de 1 000 euros par mois là depuis quelques mois. Donc, je suis content. Et puis ensuite, j'ai acheté que des appartements. Je voulais pas d'immeubles de rapport. C'est mon seul studio là que j'ai le 23 mètres carrés. J'ai acheté surtout des T1, des T2, des T3. J'ai un T4 que je referai plus, mais voilà, il fallait un peu tout tenter. L'idée, c'était toujours faire une bonne affaire. J'avais commencé quand j'étais étudiant, j'achetais des vélos, des consoles et tout, je les revendais. C'était bonne affaire, même ma résidence principale. Vu que j'étais à l'étranger, je savais pas quand j'allais partir. Je m'étais dit, il faut une bonne affaire que je puisse revendre et que je puisse sortir de ça. Donc il y a des biens qui crachent du cash flow, je sais pas, à plus de 20% de renta en location courte durée. Après, j'ai eu des biens dans des villes super chères où j'ai fait de l'achat-revente, où j'ai pas mal gagné d'argent comme ça. J'ai pas d'immeuble, voilà, principalement par rapport à la distance. Moi, j'investis aussi beaucoup dans le nord-est de la France. Bon, j'ai pas trouvé d'immeuble parce que j'ai pas beaucoup cherché aussi, faut dire ce qui est, mais chaque fois que j'ai visité des immeubles, ça m'allait pas en termes de quand c'était loué. Il y avait souvent c'était des gens qui avaient beaucoup d'immeubles, donc ils avaient pas pris soin de bien choisir les locataires. Donc c'était les immeubles qui dit immeuble dit souvent rez-de-chaussée et 4, 5e étage sans ascenseur, donc c'est pas toujours les meilleurs profils qui vont là-dedans. Et après, quand il y avait pas de locataires, les travaux souvent je trouvais qu'ils étaient trop élevés par rapport à, enfin en achetant des appartements, je pouvais faire des meilleures affaires, je trouvais, et surtout parce que les vendeurs étaient différents en fait. Quand tu achètes des immeubles, souvent c'est à des investisseurs. Alors soit t'en as un qui est pris à un moment, j'avais visité un immeuble, c'était quelqu'un, il devait plus de 4 millions d'euros. Il avait jamais déclaré, en fait, ses loyers aux impôts. Et donc, visiblement, il devait 4 millions d'euros aux impôts. Donc là, il était un peu pris à la gorge. Mais sinon, voilà, quand vous achetez à des investisseurs, vous parlez argent, alors que quand vous achetez à des particuliers, pas toujours, mais souvent, enfin, moi, j'ai trouvé qu'il y avait moyen de faire des meilleures affaires, d'acheter des biens qui avaient été peut-être refaits sans tenir compte des coûts. Donc après, quand vous achetez ce type de biens, ils sont en meilleur état que si ça avait été un investisseur qui allait chez Brico Dépôt
le samedi et le dimanche pour mettre le plan de travail en strat là à 30 euros. Donc. Du coup, ça a commencé quand? Alors, vraiment ton premier bien Tout premier bien, je l'ai acheté en 2013. Premier bien locatif, je l'ai acheté en 2015. Et en France, ça fait depuis 2016-2017 que j'ai acheté des appartements vraiment à raison de... Bon, il y en a que j'ai revendu, que j'ai racheté. Mais là, ouais, je pense au cours des 3 dernières années, j'ai dû acheter une quinzaine d'appartements en France. D'accord. Et la stratégie, ouais, du coup, tu dis que t'as fait un peu d'arbitrage, donc c'est pas complètement genre t'as commencé, t'as accumulé, et tu fais que du locatif. Toi, t'as vraiment, en fonction des opportunités, t'as arbitré pour racheter sur des trucs plus intéressants. C'était ça un peu l'idée dans la stratégie, hein. Ben, l'idée, c'est que, alors, bon, je devrais pas le dire, je gagnais quand même assez, enfin, quand j'ai commencé, bah, comme tout le monde, je gagnais pas super bien ma vie. Ensuite, mes revenus ont quand même augmenté, mais j'ai toujours eu, notamment j'habite dans une ville qui était chère, j'ai eu un entourage, alors bon, je roule pas en Porsche Cayenne ou quoi, mais j'ai fait plein de restos étoilés, j'ai voyagé en Australie, aux États-Unis. J'ai toujours eu un train de vie où j'épargnais de l'argent, mais par rapport à mes revenus, enfin des gens, je veux dire dans le quotidien de ma petite ville de province où je suis né, ils trouveraient ça pas assez. Donc le seul moyen que j'ai eu pour vraiment prendre beaucoup de cash d'un coup, c'était revendre des biens, parce que même si on épargne, je sais pas, 1000, 2000, 3000 euros par mois, après impôt, hein, faut suivre ça, hein, ça, même quand on a une bonne paye, ça va pas si vite que ça, alors que, il y a des biens, je les ai vendus 2 ans plus tard, en prenant plus de 100 000 euros de plus-value. Bah là, après, vous pouvez payer les apports pendant 1 ou 2 ans grâce à ça, quoi. Donc il y avait plusieurs leviers en fait dans la constitution du truc. Il y a le fait que tu avais plus de revenus, donc plus de leviers bancaires, tu peux acheter plus gros. Et puis le fait que quand tu arbitres et que tu mets en poche la plus-value, plus d'apports et tu peux aussi acheter plus gros, quoi. C'est comme ça, en gros, que ça s'est fait. Ça a pas toujours été réfléchi, hein, je vais être honnête. Parfois, j'ai vu la plus-value que j'avais prise sur un bien où j'avais eu du mal à... Notamment, j'avais un bien où j'avais eu des impayés. J'ai dû aller au tribunal moi-même pour plaider, tout ça, parce que je voulais pas payer un avocat. Et ensuite, c'était un bien, il était près d'une gare, c'était un peu... franchement, c'était un peu craignos dans les PV de copropriété. Il y avait écrit qu'il y avait des clochards qui venaient dans... Il y avait une sorte de sas dans l'immeuble. Je me suis dit, voilà, le marché il a augmenté, je revends le bien et puis je repars sur quelque chose d'autre. Parfois, voilà, moi j'ai toujours trouvé que les biens, les meilleures affaires et les biens les plus rentables, c'était les biens les moins chers, enfin quasiment tout le temps. Alors après, faut éviter absolument les endroits, enfin qui sont dangereux ou qui sont mal fréquentés. Mais souvent, je trouve la renta, on les a sur les biens les moins chers. Bah, il y a des fois où j'ai bien réussi, et puis il y a des fois où en fait j'avais peut-être pas si bien pesé le pour et le contre par rapport à ça, quoi. J'ai toujours eu de la renta, j'ai toujours eu des biens loués et tout, mais il y a des fois, parfois on est plus à l'aise avec des biens qu'on a ou je sais pas si toi tu le ressens pareil, mais il y a des biens, on va dedans, il y a une certaine fierté. Dans d'autres, on se dit bon bah là c'est pour le cash flow, on n'est pas marchand de sommeil, mais Ouais. Ouais, il y en a, c'est ouais, actif un peu plus reluisant que d'autres, un peu plus patrimonial, et d'autres c'est plus bon bah ça crache et c'est pas mal. Mais c'est vrai que la stratégie, donc si je comprends bien, ton mode opératoire, c'était vraiment toi, ou la stratégie en tout cas qui s'est dessinée au fil des années, c'est on achète au plus bas, quand même on essaie d'avoir une garantie sur la sortie en termes de loyer, parce que comme tu dis, la stratégie d'acheter au plus bas, là c'est limite, quoi. Les mecs qui vont dans des diagonales du vide, c'est compliqué, j'imagine, en France. Et c'était ça. Et pourquoi tu t'es axé peut-être là-dessus, et pourquoi tu t'es aussi axé sur les appartements en copro plutôt que les immeubles? Tu disais que c'était compliqué, peut-être un peu plus compliqué à gérer, mais ouais, pourquoi tu t'es vraiment basé sur les appartes? alors déjà, il y a plusieurs raisons, hein. Les immeubles, donc dans les régions donc moi je suis pas allé dans la diagonale du vide là, c'est vers la Creuse, je suppose, le Massif Central et tout. Donc moi je connaissais bien quand même tout ce qui était le Grand Est, c'est de là d'où je suis originaire, où j'ai étudié et tout ça. Donc j'ai investi là-dedans, donc principalement en Alsace et en Moselle pour la France. Les biens, pourquoi je suis allé sur les biens les moins chers? Alors, en fait, c'est parce que, j'ai remarqué, et ça, n'importe qui réfléchit un peu au sujet, il voit que les loyers en France, ils sont beaucoup plus, entre guillemets, stables, ils oscillent beaucoup moins que les prix d'achat et de vente. Donc, en fait, je pense qu'en France, il y a quasiment aucun appartement qui se loue moins de 300 euros. Ça doit être les APL, voilà, pour les gens qui travaillent pas, plus, enfin, un peu les aides. Et puis après, surtout en province, à partir de 900 ou 1000 euros,
de loyer, vous êtes en concurrence directe avec les primo, enfin les gens qui peuvent acheter en fait. Vous avez très très peu de gens à part ceux qui seraient de passage éventuellement, mais qui vont payer pendant longtemps des loyers de plus de 1 000 euros. Donc de là, je me suis dit, bah en fait les loyers, moi avec mon associé, on a une blague, enfin on rigole tout le temps, c'est tous loups 500 euros hors charge. On a l'impression, en tout cas dans nos régions, c'est voilà, coacté, parce que quand les appartements ils grossissent, les charges de copro elles grossissent, donc tout est à 500 euros hors charge. Et donc en fait, il fallait payer à peu près les biens les moins chers qui se louent 500 euros, qui a, enfin souvent le budget qu'une personne seule qui est locataire arrive à payer, voilà, c'est avec des revenus médians de entre, je sais pas, 1 500 et 2 500 euros par mois, ou alors des couples qui commencent ou des étudiants qui ont leurs parents. Donc c'était vraiment un peu cette stratégie, trouver l'appartement qui est propre, qui est dans un coin qui est bien, en sachant que le loyer, en fait, on a peu de marge dessus, bah autant avoir la marge sur l'achat. Et donc pourquoi j'ai des biens en copro? Bah déjà, comme je t'ai dit, j'ai un emploi qui me prend quand même du temps. Je suis pas sur place. Les syndics, alors ils ont des défauts. D'ailleurs, j'ai eu les huissiers sur le dos par rapport à un syndic pas plus tard qu'il y a quelques mois. Mais ils font quand même un travail, faut dire ce qui est. Ils s'occupent de l'immeuble, etc. Et moi, au départ, j'avais aucune compétence de structure d'immeuble. Faut dire ce qui est. Les toits, bah déjà on les voit pas quand on visite très souvent. Tu peux aller en dessous, mais tu vois pas le dessus. Les façades, c'est pareil. J'avais jamais refait une façade. Le coût, il me paraissait hyper important. Et après, moi, je suis financier à la base. Et moi, je veux diversifier le risque dans plein d'endroits. Il y a des problèmes que vous pouvez pas régler en fait. Ça peut être par exemple, j'ai un ami, il a un immeuble, ils ont accumulé un peu des sans-papiers dans l'immeuble adjacent. Voilà, après chacun sa vie, mais ils sont plus d'une trentaine, musique à fond. Forcément, s'ils ont pas de papier, je pense qu'ils travaillent pas. Donc ça fait beaucoup de gêne. Je suis allé dans son immeuble, les locataires ils disaient qu'ils allaient partir à cause de ça, qu'ils appelaient la police, qu'elle venait pas. C'est des choses toutes bêtes. Ou alors vous avez un voisin. Moi, j'ai un appartement, par exemple, en dessous, il y a un schizophrène. Bon, c'est comme ça, il y a des gens, je crois que c'est 1% de la population partout dans le monde qui est schizophrène. Plus vous avez de l'eau, plus vous allez avoir des risques d'en avoir. Mais si vous vous louez, c'est pas écrit sur son front, et ça peut arriver, et bien sûr, faut que ces gens, ils se logent. Mais si vous louez à un profil comme ça, un peu compliqué, ou je sais pas, un chien qui fait du bruit et tout ça, bah quand t'as 4-5 appartements, eh ben, il peut te faire fuir tout le monde, quoi. Donc c'était vraiment un peu cette diversification du risque, déléguer au maximum. Et moi, j'avais pas pour ambition de vivre de l'IMO. C'était plutôt accumuler le plus de patrimoine possible. Et pour ça, il fallait que ça me prenne le moins de temps possible. Et ça passe par les syndics de copro. C'est intéressant, carrément l'argument de diversification, c'est carrément valide. Après, c'est vrai que le locatif en lui-même, et plus t'accumules de biens, et justement t'as aussi plus de temps à dédier à la gestion. Tu vois, c'est un petit peu le contre-argument en disant, tu vois. Mais l'argument, en tout cas, je trouve que c'est intéressant aussi le fait que t'as un syndic, et même en termes de trésor, ça c'est peut-être un truc auquel t'as pensé, c'est que voilà, quand t'es proprio d'un immeuble et que t'as un truc qui casse, bah qui est le responsable? C'est toi d'aller tout de suite réparer le truc, tu vois, d'aller tout de suite machin. Alors que le syndic il peut s'occuper, et puis aussi quand il y a des travaux, bah en fait le côté de provision, machin, appel de charge et tout, bah ça fait un fonds de roulement mine de rien en fait. Tu décaisses pas tout de suite quoi. Exact. Et puis tu peux, quand j'étais surtout investisseur débutant, je dis pas qu'il faut le faire, mais ça m'est arrivé de pas payer des charges pendant très longtemps quand j'avais pas de trésor. Je dis pas qu'il faut le faire. Voilà, quelques mois, si vous avez un creux, enfin c'est un peu d'abord on paye les impôts, après on paye la banque, et après c'est dans l'ordre, c'est ça quoi. Et après on paye le syndic, alors que si vous payez pas l'électricité de votre immeuble, vous allez être coupé, et puis ça va être très 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 compliqué quoi. Donc c'est beaucoup plus de responsabilités, je trouve, un immeuble. Et après on dit souvent les responsabilités, et puis les revenus sont liés. Et puis après moi, je pense toujours revente, et je me dis qu'est-ce qui est plus simple. Voilà, moi j'ai eu des voitures que j'ai achetées 4 000 euros. J'ai bien vu quand je les revendais combien de gens il y avait. Puis parce qu'à un moment j'ai acheté et revendu des voitures. Et puis à un moment j'avais une Porsche, je l'avais hyper bien achetée, vraiment pas chère, elle était nickel. Et j'ai eu entre guillemets, du mal à la vendre, parce que j'ai bien vu que en fait t'avais très très peu d'acheteurs qui étaient prêts. Enfin, la pyramide, voilà, c'est comme une pyramide des revenus. En gros, quand t'as une voiture à 4 000 euros, t'as 30 personnes qui t'appellent dans la journée si elle est au bon prix. Et puis si t'as une Porsche, même à, je sais pas, à 20 ou 25 000 euros, et si t'en as une ou deux, c'est beaucoup, même si elle est bien en dessous de la cote, quoi. Alors aujourd'hui, du coup, t'as un parc, t'as combien de biens en location aujourd'hui? J'ai à peu près une vingtaine de biens en location.
C'est là où l'argument gestion de temps, enfin tout de suite la question dans ma tête se pose, c'est comment avec un job à côté, ce qui est le cas de beaucoup de gens qui nous écoutent, hein, et moi c'était le cas aussi pour moi il y a encore peu de temps, de faire les deux si tu veux, de gérer dans la stratégie toujours du locatif et de créer du patrimoine en locatif. Comment est-ce que tu arrives à diviser ton temps et trouver le temps de faire ça, quoi? Bah déjà, là on est dimanche, on enregistre le podcast, hein. Inutile de te le dire que après il y a travail et travail, hein. Moi je trouve pas que ce soit du travail là, mais en gros tous les jours je suis actif, on va dire, sur un des domaines de ma vie, ou quasiment, sauf quand je voyage. Bon, je voyage quand même 10-12 semaines par an. Là j'essaie vraiment d'aller au minimum. J'ai beaucoup de biens, alors j'ai que 2 LCD qui me prennent à L2 60-70% en ce moment de mon temps alors que j'ai des concierges. Et voilà, qu'est-ce que j'ai, de temps en temps je check les prix, les concierges sont très bons, mais de temps en temps quand c'est eux, ils ont plusieurs biens, donc moi quand je vois que c'est vide, je vais regarder le prix, je leur dis baisse le prix, là tu le montes et tout ça. Même s'ils ont des logiciels, pour moi les logiciels ils sont pas parfaits. J'ai eu un chauffage qui est tombé en panne pas plus tard que là, on est dimanche, c'était vendredi. Mes concierges, ils m'appellent, bah, qu'est-ce qu'on fait? On fait passer lui, on met un chauffage d'appoint. Voilà, c'est des problèmes qu'ils peuvent pas régler. Donc, j'ai 2 LCD. Là, je viens d'acheter encore un appartement très récemment qui s'y prête très bien. Pas de LCD, j'ai fait mes calculs et tout. Non, non, il y a pas moyen. Et donc, j'ai des gestionnaires locatifs où, je sais pas, le livre un peu de base de beaucoup de gens, c'est Tim Ferriss, la semaine de 4 heures. Donc, moi, jusqu'à 500 € de dépenses, ils me posent pas la question. Ils font les réparations, ils ont même pas à m'appeler, je veux pas qu'ils m'écrivent de mails. Voilà, ils gèrent. Moi, j'ai acheté des biens rentables et franchement, j'ai quasiment tous mes biens, ils ont moins 10% de renta. C'est justement pour ça, quoi. Donc, vous décaissez. Les charges de copro, elles sont prélevées automatiquement. Les visites, je les fais moi-même. Par contre, ça, c'est le gros, parce que les agences, j'ai jamais trouvé d'agence qui était assez réactive et compétente pour me louer des biens. J'avais 2 biens cet été pendant 2 mois, ils étaient vides. Ça m'était jamais arrivé. Et moi, j'avais beaucoup voyagé, je pouvais pas passer. Puis après, je suis passé, j'ai réglé ça en quelques jours. Donc souvent, quand j'achète des biens, c'est assez simple. Le notaire, il est dans la même ville que le bien. Donc notaire le vendredi soir, visite le samedi, et je trouve des locataires tout le temps, vu qu'en fait, enfin, moi, j'ai l'impression que mon gros point fort, c'est bien acheter. Du coup, les loyers, je mets pas des loyers. Il y a des gens, en fait, ils achètent mal. Après, ils mettent un loyer surévalué en disant je vais avoir la renta. Donc, j'ai toujours trouvé en une journée de location des locataires, enfin de visite. Et après, c'est plutôt quand ils s'en vont. Là, faut que je m'organise. Donc, les biens que j'ai en nu, c'est 3 mois de préavis. Donc là, c'est simple. Les biens que j'ai en meublé, là, c'est que 1 mois, ou dans les zones tendues, c'est 1 mois. Là, ça peut vite aller. Les 1 mois, ils sont vite passés, hein, le temps pour peu que je sois pas dans le coin. Donc voilà comment je m'organise. Mais au final, franchement, on va dire un appartement que j'ai depuis plusieurs années, il me prend largement moins de 8 heures par an. Je dirais en tout. C'est ça, c'est que le gros c'est sur le LCD, mais si tu parles de la longue durée en tant que telle. Ce qui me prend du temps, c'est achat, banque, notaire, et les visites de temps en temps. Mais les visites, j'aime bien le faire. Pour moi, c'est pas vraiment du boulot, ça. Ouais, il y a un peu de ça aussi, j'ai l'impression, quand même, que ouais. tu aimes bien avoir. Non, après, faut pas le faire, hein. Si c'est juste pour l'argent, faites autre chose. Tu hein. crois d'ailleurs que t'as une limite, t'as atteint ta limite, ou tu crois qu'il y a une limite à ce que tu puisses faire encore ce genre de choses, et en faisant grossir ton parc locatif, tu te dis au bout de 30, c'est mort? Franchement, là, je pense qu'en France, je commence à être vraiment. En fait, j'ai aussi mon associé qui est parti là au Canada. Donc avec lui, je peux plus acheter de biens parce que ça va être trop compliqué. Déjà, quand vous êtes en Europe, c'est compliqué de lever des fonds, mais là, il est au Canada, donc tout ce qui est en France. Donc soit je me tâte à avoir un autre associé, mais qui gérerait beaucoup de l'opérationnel et l'endettement. Et puis moi, peut-être que je trouverai les biens. Mais au niveau locatif, là, je suis pas loin selon moi, de la limite. Ou alors, il faudrait que je baisse beaucoup mon activité professionnelle que j'aime bien, qui me rapporte quand même encore des bons revenus. Enfin, toi, t'as fait le grand saut parce que t'as vu, je suppose qu'entre toutes les activités, si on voulait, scaler, il y a un moment, il faut bien en abandonner une. Moi, je suis pas prêt, en tout cas, à abandonner celle-là. Après, je réfléchis à peut-être investir dans d'autres pays où il y aurait la possibilité de lever de la dette. Je pense que je pourrais enlever en Belgique, je pourrais enlever au Portugal. J'ai eu une invitée à Dubaï. Bon, là, je suis moyen chaud. Enfin, trop de problématiques, mais voilà, pourquoi pas trouver un associé moi, j'aime bien. Après, j'aime bien le contact, j'aime bien les gens, donc je trouve ça sympa de s'associer. Mais sinon, oui, on est, franchement, les gens qui ont plus que 20 ou 30 lots,
Tu leur parles, souvent ils ont laissé quelque chose, soit leur santé, soit leur conjoint, si c'est pas les deux, sur le chemin, quoi. Financièrement, ça irait. Après, bon, il y a les règles d'endettement qu'on connaît. Voilà, enfin, il y a différentes structurations qui permettent de s'endetter un peu plus, mais faut aussi voir ce qu'on veut faire, quoi. Parce que justement, quand tu parlais de l'association, et si on est encore sur les biens en France, ce parc-là, tu l'as fait il est pas 100% à ton nom. T'as un petit peu un mix aussi en termes en nom propre, en SCI. Ouais, alors tous les biens que j'ai en association, je les ai en SCI. J'ai beaucoup de nus dans cette SCI. Pourquoi du nu? Parce que ça va beaucoup plus vite, hein. Meubler un appartement, ça prend du temps. Il y a des biens qui sont pas du tout adaptés à la location meublée. Typiquement les grands appartements si vous faites pas de la colocation. Donc j'ai la plupart de mes biens en SCI et j'ai des biens en nom propre. Je vais en avoir en France 5-6, je pense. 5. Ouais. Voilà. Ok. Donc ouais, stratégie du nu. Alors, si je comprends bien, ouais, toi tu fais pas de travaux, hein, tu disais, tu minimises les travaux. Très souvent, j'évite les travaux. Alors, je fais pas les fenêtres, ça c'est le truc. Les toits, bon bah vu que j'ai pas d'immeuble, non. Après, refaire des appartements, ça m'arrive. Mais moi, j'ai acheté dans des villes. Une ville dont je parle souvent, c'est à Metz, en Moselle. C'était une ville. Maintenant les prix ont un peu augmenté, mais ils tournaient autour de 2000 euros du mètre carré. Les travaux, quand vous êtes à 2000 euros du mètre carré. Enfin, je veux dire, pour que ça ait du sens de les faire, de les gérer, de prendre le risque, faudrait au moins que vous achetiez 800, 900 ou 1000 euros sous le prix du marché, parce que vous allez mettre au moins 600 ou 700 euros, surtout sur les petites surfaces du mètre carré. Et en fait, les gens, souvent, ils sont pas prêts à baisser suffisamment leur prix, ou alors dans les quartiers ou les immeubles que je voulais, voilà, ça me matchait pas, donc j'ai préféré, tu vois, j'ai acheté typiquement un appartement, ça avait été l'ancienne résidence principale de quelqu'un, il avait tout refait, après il s'est séparé, il en avait marre de cet appartement, moi, je suis arrivé comme par hasard au bon moment, et puis j'ai pas eu à faire de travaux, et puis maintenant j'ai une locataire, son père il est artisan, et me refait tous les petits trucs qui s'étaient cassés dans l'appartement à bon prix. Donc ça c'est un bon conseil, j'avais le choix entre un fils de médecin et une fille d'artisan. J'ai pris la fille d'artisan et je le regrette pas. Là, elle m'a refait les murs, même un peu d'enduit et tout. Donc Ça fait partie des critères de sélection du locataire souvent. C'est avez-vous dans votre famille Non, ça c'est cool. Et sur la partie du coup, je parlais du nu versus tu vois le meublé, parce que d'un point de vue fiscal, si on se dit t'achètes en nu et tu fais pas de travaux, tu crées pas de déficit foncier, on peut se dire, tu vois, est-ce que tu te fais pas rattraper vite par les impôts? Est-ce que ça devient intéressant? Ou est-ce que le fait d'acheter vraiment si bas, en fait, neutralise toutes ces toutes ces contraintes? en fait, tu le sais, tu peux amortir les biens qui sont en SCI. Moi, mon expert comptable, qui est c'était un peu mon compère d'école, lui, il me passe les frais de notaire en un coup. Tu vois, avec mon associé, on a dû acheter 3-4 biens depuis plusieurs années ensemble. Les frais de notaire, ça vient tout de suite. Si tu fais un calcul simple, tu achètes un bien à 100 000, tu payes plus ou moins 8 000 euros de notaire. Le bien à 100 000, admettons, tu sors 10% de renta. Donc, t'as les 10%, t'enlèves les taux d'intérêt. Maintenant, on est à presque 3%. Donc, il te reste déjà plus que 7. T'enlèves la taxe foncière. C'est souvent 1 ou 2% en province à plus d'un mois de loyer, surtout dans les bons quartiers. T'as un tout petit peu de vacances. T'as la gestion locative. Allez, il va te rester sur les 8 000. S'il te reste 2 000 euros imposables, c'est beaucoup. T'as les 8 000 déjà pendant 4 ans, t'es tranquille. Et après, t'as l'amortissement du bien. C'est plus ou moins 3% c'est sur la construction, mais c'est plus ou moins 3%. Donc, en fait, très longtemps, t'es tranquille, quoi. Et bien sûr, c'est à l'IS, hein. Les biens, ils viennent pas les revenus, ils restent tout dans la société, et avec ça, on a racheté. Dans un instant, Thibaut nous raconte ce qu'il pense des investissements à l'étranger, comment il s'y prend pour faire de bonnes affaires à l'achat, et pourquoi il a appelé son podcast Bye Bye Patron. À tout de suite. T'as des invests, tu disais, à l'étranger aussi. Ça m'intéresse parce que souvent, le point de vue des gens que j'invite sur cet aspect-là, c'est souvent que c'est pas, c'est un peu le miroir aux alouettes, tu vois, que c'est pas top d'aller investir à l'étranger. Mais j'aimerais bien avoir ton point de vue là-dessus, comment ça s'est passé, est-ce que t'as connu ça? Alors, le premier point le plus critique quand vous êtes non résident fiscal français, c'est lever de la dette. Ça, c'est sur les investissements en France. Lever de la dette en France, c'est super compliqué. On a fait au moins 10-15 banques. Bon, moi, j'avoue que j'ai quand même pu lever de l'argent dans 3 banques françaises. Crédit Mutuel, LCL, HSBC. Voilà pour si vous voulez chercher, que vous êtes non résident. Avec parfois, on parle de beaucoup d'apports. Moi, je mets en général 10% du projet total.
y compris le notaire. Donc voilà, ça c'est pour la partie française. Et après, quand il y a des petits travaux, souvent, tu vois, t'as quand même 5-10 000 euros de travaux. Ça, généralement, je les paye moi quand c'est, enfin. Mais le banquier, il en tient compte souvent dans son état de combien tu mets d'apport. Après, pour l'étranger, alors, la base de la base, c'est faut investir à l'étranger dans des villes où on a habité. Parce que sinon, tu vas faire que des mauvaises affaires. Et surtout, si tu prends un Français à l'étranger, tu vois, typiquement, alors je jugerai pas son travail, mais l'autre fois, j'ai vu une conférence de quelqu'un qui te permet d'investir aux États-Unis. Ça fait 2 ans qu'il y habite. Si ça fait 2 ans que tu habites dans une ville, déjà, tu connais pas tous les quartiers. Et encore, il y habite pas tout le temps. Tu connais pas les meilleurs, par exemple, moi, je suis alsacien. Mon gestionnaire locatif, c'est un pote, enfin, c'est un gars que je connaissais du lycée. Mon banquier, c'est un principal, c'est aussi quelqu'un avec qui j'ai été un moment à l'école. Mon expert comptable, c'était mon comparse de cours. Si t'es quelqu'un qui débarque dans une ville, et moi ça fait maintenant 12 ans que j'habite plus en France, ton réseau il est hyper long à se constituer, même si tu vas vite, il est hyper long à se constituer. Donc si tu prends un Français qui parle pas la langue locale, déjà t'as tellement, enfin je te donne un exemple, je sais pas, quelqu'un était à Prague, t'as un Français il parle pas tchèque. Déjà tous les gens qui parlent tchèque, ils ont un peu un avantage sur lui, et sur ces gens qui parlent tchèque, c'est comme si moi je vais en France et je te dis la première personne que tu prends au hasard, elle va te faire une bonne affaire. Ben non, il y en a que 1 sur 100. Donc tu vois, en fait, t'es dernier, tu pars avec le dernier un peu. Donc non, jamais n'allez pas investir dans des villes dans lesquelles vous avez jamais été et vous n'avez pas habité. Ou alors prenez un gars qui habite, un local qui est né là-bas et tout ça, quoi. Moi, enfin, j'ai des, même on parlait de Metz, tu vas à Metz, tu tombes dans le mauvais quartier, mais t'es mort, tu vois, t'es mort. Enfin, ton investissement, mais jamais tu le rentabilises. Bah ouais, c'est clair. Et déjà, rien qu'en France, entre les régions, déjà t'as ça. Donc t'es pas du Nord, tu vas dans le Nord déjà. Mais même au sein d'une rue. Ouais, donc. Tu sais, je parle à Paris. Moi, vu que je suis de l'Est, j'arrive gare de l'Est. Euh, t'as les rues quand tu sors de la gare de l'Est ou 3 rues à côté, typiquement je sais pas, vers le 9e là où j'étais récemment, c'était pas très loin de cette gare de l'Est. Bah, c'est du rue la nuit, quoi. Je veux dire, les biens, les gens et tout ça, les locataires que tu vas avoir. Donc non, habiter dans des villes Et quel intérêt, du coup, tu as eu, toi, d'aller investir à l'étranger? Est-ce que tu avais un avantage concurrentiel ou quoi? Ben moi, j'ai habité à l'étranger, j'ai eu des revenus étrangers et j'ai pu lever de la dette à l'étranger. Et ça, si vous pouvez pas lever de dette, ne faites pas d'immobilier. Enfin, pour moi, c'est ça sinon on fait de la bourse. T'as plein d'épisodes sur la bourse où, bon, la crypto, c'est beaucoup plus fluctuant. Mais moi, j'ai pu lever de la dette en habitant à l'étranger dans plusieurs endroits. En fait, ça a été complètement indépendant du circuit bancaire, par exemple français. Donc j'ai pu lever à d'autres conditions. Il y a des pays où on peut s'endetter davantage. Voilà. C'est parce que j'avais des revenus locaux que j'ai pu m'endetter dans ces pays. Donc les biens, bah j'essaie de les garder. Mais non, sinon moi je suis pas du tout pour et surtout bah Dubaï, bah, j'ai fait un épisode, c'était très intéressant dessus. Mais c'est comme tout et surtout toi t'as pas mal d'épisodes dans la crypto. La base d'un investissement, c'est comment je retire mon argent. C'est pas combien il rapporte, c'est t'as ton argent sur ton compte, demain tu veux manger, est-ce que tu peux le faire? Quand t'as des cryptos qui bloquent les withdrawals là ou enfin voilà, t'as de l'argent dans un pays qui accepte un peu tout le monde, pose-toi la question si ta banque française elle va accepter quand l'argent il reviendra. Enfin voilà, toutes les problématiques de KYC et tout ça, de blanchiment, c'est faut faire très très attention à ça. Non, bah tu me rassures et je comprends mieux. En fait, effectivement, toi, t'habites pas en France, mais tu investis là où tu habites. Mais je pensais que tu avais des investissements genre Budapest, trucs comme ça. Donc effectivement, non, ok. Oui, donc là c'est. J'étais à Budapest avec il y a pas longtemps avec un invité que j'avais eu sur le podcast. C'était très intéressant, mais voilà, moi en tout cas, je peux pas lever de dette. Là-bas, on avait rencontré un Français, ça faisait 20 ans qu'il était là-bas. Il parlait hongrois, il avait une femme hongroise, il avait eu plus de 20 ou 30 à l'époque, il avait 20 biens payés à Budapest. Bon, ben voilà, ça c'est un gars, ça fait 20 ans qu'il est là, il est de confiance, tu vois, et il a des biens. C'est toujours pareil, mais c'est un exemple enfin c'est même c'est un peu l'exception qui confirme la règle, quoi, parce que moi quand je vois les trucs investissez à Cleveland, à Portland et tout dans des gars qui ont jamais été là-bas. Ouais. Non, mais il y a un effet flashy un peu de ouais, j'ai des parts là-bas, oui, tu vois, mais ouais, bon, effectivement, je suis en ligne avec toi là-dessus. Et sur l'association, alors comment tu jugerais toi enfin, comment tu jugerais quelqu'un qui veut peut-être s'associer? Quels sont les conseils que tu lui donnerais? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Quels sont les risques peut-être de ce genre de truc?
Alors les apports, je trouve, surtout quand on a passé 25-30 ans, ça permet d'avoir un projet commun avec ses amis, ce qui est quand même assez rare. Enfin, au bout d'un moment, ta vie, c'est plutôt voyager avec ta femme, ta famille et tout ça. Et tes amis, bah, tu bois des bières avec eux, peut-être tu fais un sport. Donc moi, c'est vraiment ça que c'était pas du tout prévu, mais que j'apprécie le plus, hein, c'est d'être en contact super régulier. Puis après, on a eu d'autres projets. J'en ai pas parlé, mais voilà, on aide des investisseurs à faire l'acquisition de leur premier bien. On fait ça tous les deux aussi. Donc ça, c'est vraiment avoir un projet avec un ami autre que votre conjoint. Donc c'est un peu, enfin, c'est comme l'immobilier. Voilà, vos conjoints, malheureusement, ils peuvent changer. Vos amis, enfin, en général, ils peuvent être, enfin, voilà, surtout quand vous commencez à avoir 1 million d'euros de dettes en commun, en général, ils restent. Ça soude l'amitié. Voilà. Ouais. Et c'est comme chasser le mammouth, quoi. Et en tout cas, donc ça, c'est vraiment les points positifs, c'est d'avoir un projet commun avec quelqu'un avec qui on s'entend très bien. Le deuxième, nous, on a un peu un mix de compétences. Bon, mon associé, il a fait une école de commerce. Après, il est parti à Hong Kong. Et ensuite, il est revenu, il a fait un CAP chauffagiste, plombier chauffagiste. Il avait bien vu un peu la niche là où personne ne l'avait vu. Donc, il connaît bien les travaux. Nous, on avait un bon mix. Moi, je passais beaucoup de temps sur mon ordinateur. Lui, il passait beaucoup de temps sur la route. Donc, moi, je trouvais les annonces. Lui, il appelait. En général, c'était comme ça qu'on se répartissait. Et puis ensuite, tous les deux, vu qu'on avait des biens pas là où on habitait, on a pu voilà rayonner facilement. Donc, ça, c'était très bien. Et après, c'était un peu le buddy. Tu sais, comme au tennis, par exemple. Si ton pote, tu joues au tennis toutes les semaines avec lui, bah voilà, même il y a des fois, t'as pas envie d'y aller, bah t'y vas. Et en fait, nous, on a toujours essayé d'avoir toujours des projets. Alors moi, au bout d'un moment, je me suis mis d'avoir que un achat à la fois, parce qu'à un moment, j'en avais deux, trois, je trouvais que c'était trop. Mais ça fait que tout le temps, la machine, elle est relancée, tu vois. Au bout d'un moment, tu clôtures un truc, l'autre, il va visiter, il va... C'est un peu ce roulement qui m'a permis quand même d'avoir, de pouvoir acheter beaucoup de biens. Après, par rapport au, il y a quand même tout, il y a des problèmes, hein, forcément. Enfin, c'est pas des problèmes, mais il y a des grosses inefficiences. Clairement, acheter 10 appartements avec un associé, avec le même niveau d'énergie, t'en as peut-être acheté 7 ou 8 tout seul, hein. Après, voilà, nous on s'écrit, il y a des choses qu'on valide 2 fois, il y a des, si ça devait être, mais après on n'est pas non plus dans la performance de faire le plus d'acquisitions possible. Mais je trouve qu'il y a des, ça c'est un peu le problème, il y a des inefficiences. Et après, il faut être aligné sur vos vies. Est-ce que vous avez déjà vos résidences principales? Est-ce que vous voulez des enfants? Si un jour vous avez des enfants, comment ça se passe? Parce que quand t'es marchand de biens, tu revends, t'es sorti. Quand t'es associé, c'est pour longtemps. Et puis aussi, ça arrive qu'un de nous deux, on s'embrouille avec un prestataire. Enfin, c'est le mot, hein. On avait un moment un concierge dans une ville, on avait deux LCD. Il y avait qu'un concierge, c'était une petite ville. Donc c'était bien, il n'y avait pas de concurrence sur la LCD, mais il y avait que lui. Et le gars, c'était un roublard, tu vois. Et à un moment, mon associé s'est embrouillé avec lui. Et il avait raison, dans le fond. Mais après, moi, je lui ai dit, mais il y a que lui. Donc après, il y avait plus que moi qui pouvais communiquer avec lui en essayant d'arrondir les angles, alors que je le détestais également. Mais bon, c'était ça. Ou alors pas faire de LCD dans cette ville parce qu'aucun de nous deux n'y habitait. Donc, de temps en temps, bah, vous prenez les conséquences de, voilà, je suis pas parfait, il est pas parfait. Mais on s'est embrouillé avec beaucoup de gens, beaucoup d'agents immobiliers, on a visité, il y a des offres qui sont pas passées, on nous a fait on devait signer des compromis. Après, l'agent, il fait signer le compromis alors qu'on avait déjà eu des brouillons et tout, des projets à quelqu'un d'autre. Bah voilà, tu t'embrouilles avec un agent. Enfin, au bout d'un moment, on s'est grillé dans certaines villes, on s'est grillé avec au moins un tiers des agents IMO, hein. Mais bon, ça, c'est quand t'achètes beaucoup, tu visites beaucoup, hein. Et tu fais beaucoup d'offres. Voilà. Non, c'est marrant que tu le dises comme ça aussi, tu vois, de façon légère, parce qu'effectivement, c'est comme ça qu'il faut le prendre, dans le sens où c'est un petit peu un jeu quand même. Tu vois, tu fais une région, tu vois, c'est pas le désastre absolu si tu grilles à un moment avec un partenaire ou autre, tu changes de région, voilà quoi. Puis les gens, dès qu'il y a de l'argent, ils sont beaucoup plus conciliants, tu vois. T'as beau t'être embrouillé avec quelqu'un, si l'agent il prend sa com et que tu vas y aller, eh ben, en général, il fait un peu dos rond et puis il y va quand même, quoi. Donc. Tu disais tout à l'heure, tu avais ton point fort quand même, hein, dans tout ça, dans toute cette stratégie, c'est quand même sur l'achat, la négociation, acheter le moins cher possible. Quel est pour toi le levier principal, tu dirais, ou comment tu conseillerais de mener des négociations les mieux possibles en fait? Bah, en fait, je dirais, je sais pas, ça s'appelle un caméo là, les gars sur les foires expo là qui vendent des saladiers, des serpillères et tout là, des super démos. Bah, faut faire tout l'inverse de ça. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça. Moi, à la base, j'étais pas du tout pour négocier.
J'ai été élevé un peu comme beaucoup de gens, tu vois, à toujours accepter un peu ce qu'on te dit et tout. Et en fait, j'ai principalement donc l'idée, c'est que quand vous voulez faire des bons achats et que vous allez bien une bonne négociation, elle se fait pas. En fait, l'idée, c'est d'acheter que des bonnes affaires, mais c'est pas tous les biens pour lesquels vous allez pouvoir faire des bonnes affaires. Il y a vraiment une question de volume qui est super importante, une question de volume de visite, de volume de vendeurs et de volume d'offres à faire pour faire des bons achats. Donc c'est pas sur un bien, il est très probable que, enfin, vous pouvez avoir les meilleurs arguments du monde, ça passera pas. Par contre, si vous multipliez les visites, si vous multipliez les biens, vous allez pouvoir faire des bonnes affaires. Ben là, typiquement, je suis en train d'acheter à nouveau une résidence principale. Je pense que je la paye à peu près, je sais pas, 150, 200 000 euros de moins que le prix du marché. J'ai fait 25 visites en 5 jours. Et là, je l'ai même pas négocié parce que en fait, voilà, j'avais pris super bien la tendance du marché et puis j'ai vu un truc qui était 20-25% ou 30% moins cher que le prix du marché. Et bon, j'ai payé le prix parce que je savais, il avait eu 30 visites, 3 offres. Moi, je l'ai fait en sortant dans la voiture, j'ai envoyé l'offre. Donc, il y a vraiment une question de volume. Donc ça, Ça, c'est intéressant, franchement, parce que ça fait comprendre aussi que la négociation, elle est pas, est-ce que tout le monde pense, et moi compris au début, hein, c'est que c'est en gros, tu demandes un prix beaucoup réduit par rapport au prix affiché, et qu'en fait, la négociation de manière plus globale, elle vient en compte de ton appréciation du marché, ce qui te permet toi d'être meilleur, d'être plus confiant. Enfin, c'est ce que j'en comprends de ce que tu me dis, et je trouve ça, ouais, c'est la première fois que j'entends ça, effectivement, de cette manière-là, c'est vraiment intéressant. Ouais. la base de la base, c'est le prix du marché. Tu sais, il y a plein de gens. Alors toi, je sais que tu habites en Île-de-France, donc je sais pas si tout le monde a des voitures, mais t'as plein de gens qui achètent des voitures neuves et qui ont une réduc. Et ils vont te dire, ouais, tu vois, la voiture, après ils veulent la revendre, ils disent, non, mais elle vaut 29. Bon, moi, je l'ai payé que 25 000, mais elle vaut 29. Bah déjà, en fait, t'as pas négocié 4 000 euros. Et donc, moi, il y a des négos, j'achète très peu chez des particuliers parce que souvent, ils surévaluent leur prix. Si vous allez sur le bon coin, t'as un petit onglet particulier, tu vois que les prix 9 fois sur 10, ils sont beaucoup trop élevés. Donc là, t'es obligé d'y aller à la hache, quoi, d'avoir du moins 30, moins 40%. J'ai déjà négocié comme ça. Mais en fait, par rapport au prix du marché, j'ai peut-être payé que 20% de moins. Donc, la base de la négo, c'est connaître le prix du marché. Et c'est pas si évident. On n'est pas à la bourse où t'as le bid, le ask, et puis c'est hyper liquide. Donc d'abord, faut connaître le prix du marché. Pour ça, faut beaucoup visiter. Après, t'as des outils, un meilleur agent, t'as la base de l'État, t'as l'e-box aussi, enfin des trucs comme ça qui font un peu des estimations. Mais c'est en visitant qu'on se rend compte des vrais prix, de la tension sur le marché et tout ça. Ouais, j'allais te demander justement là-dessus sur ces outils entre DVF, meilleurs agents, etc. Quel est celui sur lequel tu donnes le plus d'importance, ou s'il y en a où tu fais un mix des trois? Bah le DVF, je l'utilise pas trop parce que en gros, nous on a du droit local en Alsace-Moselle, il y a pas les notaires, je pense que c'est lié au droit local, je sais même pas si c'est ça, mais ils reportent pas les infos. Après, je trouve que le meilleur agent il est quand même assez précis, hein, faut dire ce qui est. Je m'en sers souvent quand il s'est trompé pour négocier. Tu vois, je dis moi admettons que pour moi le prix du marché c'est 80 000. J'ai fait plein de visites, je peux te dire que 80 000. Parfois, meilleur agent, surtout dans les villes moyennes, il a pris du retard en fait. Là, pendant le Covid, les prix ils ont explosé. Et meilleur agent, il a pris du retard parce que je suppose qu'il se base sur des données historiques. Bah ça, bien sûr, ça va direct dans mon offre. S'il dit que ça vaut 65 ou 70, t'es sûr que je vais dire à critère, tu sais, 5 sur 5 là de fiabilité, même si c'est pas du tout le prix. Donc, mais je pense qu'il est quand même assez précis dans pas mal de cas, hein, le meilleur agent. En tout cas, quand vous faites un achat. Moi, je fais toujours un backtesting, tu vois. Une fois que l'offre est acceptée, je reprends toutes les annonces du Bon Coin, je reprends le meilleur agent et je vérifie que j'achète bien, par exemple, le T2, le moins cher de ce quartier, tu vois. Ça, c'est vraiment la base. Mais en tout cas, allez visiter. L'IMO, ça se passe pas, même pas dans les agences immobilières, ça se passe. Tu vas visiter. Le meilleur argument pour négocier, c'est trouver les bons vendeurs. Il y a pas, c'est des gens qui ont un intérêt à vendre. Donc, c'est soit, bah, t'as les événements de la vie, hein. Tu peux avoir un enfant, tu dois acheter une maison. Bon, souvent, les jeunes couples, c'est pas des très bons vendeurs parce qu'ils sont déjà bien endettés. Ils veulent vendre au meilleur prix pour acheter leur maison. Après, tu peux avoir des héritages, des successions, des divorces. Un peu les événements de la vie, c'est bon, c'est pas nous, on n'en est pas responsable, mais des mutations. Et après, t'as des mauvais vendeurs. Typiquement, ben nous dans l'Est, t'as des gens qui habitent en Suisse, et ça peut être des bons et des mauvais vendeurs ou des frontaliers. Tu vois, ils ont des numéros suisses. Je sais pas, le salaire moyen en Suisse, il doit être vite à 7 000 euros par mois. Donc, en fait, les gars, ils sont jamais pressés de vendre. Donc, soit ils en ont rien à faire
et puis ils vont pouvoir, ils sont pas à 10 000 euros près sur le bien et puis ils vont lâcher, ou soit ils vont dire oh bah alors je le reloue si c'est pour baisser. Donc tu vois, c'est toujours un peu prendre la bonne tendance. Quand t'as un marché qui a beaucoup augmenté, bah si t'achètes à des gens qui l'ont depuis 20 ans, bah tu vas faire peut-être une bonne affaire. Mais ça, faut pas cibler les successions, c'est juste tu visites beaucoup, tu poses beaucoup de questions et puis ensuite c'est comme ça que tu vois. Ouais, c'est le volume qui va te donner une meilleure appréciation des choses. Moi, enfin en tout cas c'est empirique, hein. Je l'ai jamais lu dans aucun livre ou quoi, mais c'est comme ça et puis pour pas mal d'autres sujets, ouais c'est comme ça que je procède aussi quoi. Et ta technique de sniper, une fois que voilà, t'as identifié le vendeur est bon, le bien est bon. A priori, l'environnement, en tout cas, sont alignés, ça a l'air pas mal. Après, comment t'exécutes? T'as une technique particulière sur les... Alors déjà, moi, j'essaye dans la vie en général d'être le plus sympathique possible avec tout le monde. Moi, j'ai acheté beaucoup de biens avec des agents IMO. Parfois, il y a les vendeurs qui sont là. Donc, quand il y a les vendeurs, déjà, faut être sympathique avec eux. Moi, j'ai vendu des voitures. T'as des gens qui disent que ta voiture, elle va tomber en panne dans 100 mètres, tu vois, qui se la jouent et tout. Faut vraiment être super sympathique avec les gens. Expliquer, moi, je mens pas, tu vois, aux vendeurs. Je dis que je suis investisseur. Je dis pas que c'est pour ma résidence principale. Par contre, je dis pas combien j'ai de biens, bien sûr, tu vois, mais donc je suis sympathique, je leur montre ce qui va pas, mais vraiment sans jugement, quoi, en disant bon bah là la salle de bain elle est un peu datée, alors qu'il y a des gens, tu te dis mais comment ils font pour habiter là-dedans, quoi. Et ensuite, en général, bah ce que je fais, c'est que je fais une offre par email où je continue à attirer la sympathie en disant merci pour votre temps, vous êtes un agent immobilier très professionnel, bravo. Parfois, ça manque cruellement de professionnalisme dans ce monde. Ensuite, je liste tous les éléments qui vont pas, surtout les éléments sur lesquels ils n'ont pas de pouvoir. Typiquement, l'intérieur de la copro, l'environnement, l'absence de parking. Après, il faut aussi faire une bonne affaire, hein. Donc, c'est les avions au-dessus. Est-ce que vous voulez acheter des biens qui ont des avions au-dessus? C'est à vous de voir. Mais tous les trucs sur lesquels les gens ils ont pas le contrôle, bah en gros, ils peuvent pas le réfuter. J'utilise aussi beaucoup les documents. Diagnostic, règlement de copro, là-dedans t'as beaucoup d'éléments qui peuvent faire pencher la balance dans. Tu listes tout quoi. Et ensuite, je les rassure sur ma solvabilité, donc en disant que j'ai déjà une société opérationnelle, que je suis habitué à acheter, j'ai déjà un notaire. Et puis de temps en temps, je mets un extrait bancaire d'un compte épargne. Ouais, tu montres que voilà, derrière, il y aura pas de problème de financement, ça va aller vite. Ça sera rapide et sans douleur, quoi. Ouais. En général, c'est comme ça, et puis ça se passe très très bien, hein, parce qu'après, vous voyez les gens chez le notaire, vous n'êtes pas là pour les assassiner, quoi. Puis c'est ça, et puis sinon, ils s'en vont, et vu que moi, bah, en général, souvent, une journée typique, c'est 10 visites, 4 offres, un achat, quand je suis vraiment en recherche, quoi. C'est quand même un ratio assez élevé, quoi. Enfin, c'est efficace, quoi, en tout cas. Après, les 10 visites, on met une semaine à les planifier, tu vois, parce que vu qu'on n'est pas sur place, en gros, pendant une semaine, on appelle, on cale tout un jour, et puis après, franchement, tu peux visiter à 3/4 d'heure par créneau de 3/4 d'heure, nous, on arrive à visiter comme ça. Et sur la partie recherche en tant que telle, là, c'est vraiment moteur IMO, enfin, Le Bon Coin, enfin, Internet, ou est-ce que tu as quand même un réseau d'apporteurs d'affaires, de marchands ou autres qui t'apportent des trucs? Alors, jusqu'à il y a très longtemps, j'avais pas de réseau. Et même mon réseau, je dirais qu'il est pas super. On me propose des trucs, mais c'est assez rare que ce soit des. En fait, c'est toujours pareil. Les gens, toi, tu parlais les biens à l'étranger, c'est un peu tu sais le syndrome de l'objet brillant là. Et pour moi, c'est le off market quoi. Tu utilises le mot off market. Non, bah écoute, déjà pose-toi la question pourquoi on te propose à toi ce bien. Enfin, parfois c'est de bonne affaire, mais faut toujours un peu avoir tout le cheminement quoi. Comment est-ce que ce bien il arrive à toi? Après, j'ai un très très bon agent IMO il gère plus de 200 anciennes défisques alors je sais plus, en plus moi vu que je suis non résident, je connais pas enfin les trucs avant les Pinel, la Malraux, je sais pas. Et en fait lui, ben vu que les périodes de défisques elles sont terminées, il appelle tout le monde et il dit bah si vous voulez, vous pouvez vendre et le prix c'est tant. Et il dit le prix. Et donc lui il m'a proposé 4 biens. Là le quatrième, je sais pas si je vais l'acheter, mais j'en ai déjà acheté 3. Pour te dire, il y en a un, c'est l'appartement du concierge de la copro, c'est le syndic qui paye le loyer. Il avait été acheté 230 000, j'ai acheté 86 000. Mais attends,
Enfin, 230 000, c'est le montant du prêt hypothécaire. Tu sais, tu le vois dans l'acte notarié. Je sais pas exactement combien ça avait été, mais tu vois en fait les garanties qu'il y avait sur le bien. Donc, je vois qu'il y avait une de 230. Je l'ai acheté 86. Et ça, c'est pas mon bien là. C'est peut-être un de mes moins rentables, mais il est quand même. Je pense qu'on loue ça 640 charges comprises, peut-être 540 hors charge. Et c'est le syndic qui paye. Il paye par trimestre d'avance. Pas de GLI, pas de gestionnaire. Le gars, c'est le concierge. Son appart, il est nickel. Voilà, l'appart, il a 15 ans. Il a un garage. La beauté des programmes de défis, quand t'achètes un truc 230, tu le vends 80. Ouais. Yes. Bah après, tu vois, j'en ai acheté 3 comme ça. J'ai jamais vu les vendeurs. Une fois, là, c'était en Alsace. Une fois, le gars était à Nîmes. Une fois, il était en Bretagne. Une fois, il était à Bordeaux. Voilà, c'est exactement comme on revenait investir à l'étranger. C'est comme tu connais pas la zone, t'as jamais mis les pieds, t'as acheté un bien à 4 000 € de mètre carré dans une ville où ça valait 1 000 à l'époque, quoi. Voilà. Tu vois poindre la même chose un peu avec les DPE? Tu crois qu'on va avoir la même opportunité que sur les fins de défisc? Ah, je sais pas. Franchement, là, c'est plus dur. Parce que déjà, t'auras toujours les gens pour habiter, quoi. Tu seras en concurrence avec les acquéreurs de résidence principale. Après, il y avait la LCD là où on disait bah tu pourras, bon visiblement ça sent un peu le roussi, les gens ils disaient ouais je ferai de la LCD pour pas louer. Moi je pense que pour les DPE, alors c'est mon avis et j'y crois quand même, il va y avoir une sorte de hack entre guillemets, un truc qui va tout le temps te permettre de faire baisser ta note. J'ai déjà regardé des vidéos, tu vois, t'as des trucs pour aller 3, 4, 5 000 €, tu peux quand même bien faire baisser la note. Après il y a d'autres biens, typiquement moi j'ai un bien, faudrait que je refasse le DPE. Je l'avais acheté, bon, il était vraiment, fallait tout refaire à l'intérieur, mais t'avais du double vitrage. C'est un appart de 31 mètres carrés. J'en ai avec le chauffage pour 80 € de charge par mois. Et quand je l'ai acheté, c'était un DPE G. Mais à l'époque, il y avait pas de règle. Tu vois, moi, je regardais les charges de copro. 80 €, c'est pas cher. Avec le chauffage. T'as du double vitrage, c'est un immeuble années 70. Qu'est-ce que tu vas vouloir faire là-dedans? Tu vas mettre quoi? Une VMC, là, hydrostatique, là? Ouais. À part ça, je vois pas trop ce que tu peux faire. Sinon, tu peux isoler les murs un peu plus. Mais je pense que à l'époque, le diagnostiqueur, il est venu, puis il a fait ça bon, c'est vite. Tu sais, c'était sur base des factures, les gens ils faisaient à l'époque. Faudrait que je refasse, là, avec les nouvelles règles en 2023, on va devoir refaire, je pense, un DPE. Mais je pense qu'il y aura une solution. Ça sert à rien de trop anticiper. Enfin, ça c'est mon avis. Après, s'il y a des vendeurs qui anticipent trop, qui veulent vendre des biens pas chers, vous pouvez m'appeler, hein, surtout pour les E et les F. Ouais, vous entendez. Mais j'ai regardé, j'ai vu un chiffre. Il y a des régions dont le Grand Est, c'est 50% des biens qui sont, enfin 46% qui sont EFG, je crois. Donc non louable quoi. Et le reste, c'est t'as les maisons, t'as les trucs récents, enfin. Non mais bon après c'est vrai que je pense qu'il y a des opportunités, mais comme tu dis mettre toute sa stratégie là-dessus c'est peut-être un peu risqué puisqu'il y a quand même des trucs qui vont avoir tendance à évoluer. Donc si c'était inscrit dans le marbre maintenant, ok, mais comme on sait que ça va pas l'être et que c'est sujet à des modifications, ouais, c'est vrai que. Mais tu sais, alors après, bon, je pense, tu vois, l'écologie c'est très à la mode et bon, sûrement pour des très bonnes raisons. Mais une fois, j'avais écouté une émission. J'écoute pas mal de podcasts scientifiques, c'est pour ça que j'ai un podcast. Et ils expliquaient que les meilleurs Européens, c'était les Allemands. Ils arrivaient à isoler, enfin, à faire les travaux d'isolation. Ils arrivaient à faire 7% de l'objectif annuel qu'ils avaient. Ils sont censés en rénover 1 million par an. Je sais pas combien ils sont, 80 millions. 1 million de logements par an et ils en font 70 000 et c'est les meilleurs d'Europe. Donc, ça veut dire que l'année d'après, eh ben, ils en ont 1 930 à réisoler, tu vois. 1 800 et quelques. Et ainsi de suite. En France, c'est de l'ordre de 40 000, je crois, ou 50 000 pour 8 ou 900 000 logements. Donc il y a un moment, voilà, il va falloir loger les gens. Enfin, pour moi, ce qui compte, c'est les charges. Enfin, surtout moi, mes biens en copro, j'ai toujours regardé les charges, combien c'était. Pas, je suis déjà sorti des compromis parce qu'on m'avait menti sur les charges. Après, quand je voyais le pré-état daté, c'était pas le montant qu'on m'avait annoncé. Voilà, ça c'est important, c'est sûr. Mais, enfin, je sais pas, t'as déjà été dans un appartement avec un diagnostiqueur, tu vois comment ils travaillent, les gars. Enfin. Ouais, c'est hallucinant. C'est vite fait, tu vois. Ouais. si tu devais te faire opérer avec l'anesthésiste, il prenait aussi peu de diligence pour prendre, enfin, t'irais pas, tu vois. Donc il y a un moment. Et de ce que je vois, il y a des régions, on a des membres qu'on aide à acheter des biens immo. On en a un qui est vers Bordeaux. Il m'a montré des biens, mais des ruines avec des DPE de B ou de C. Il y a un trou dans le toit, quoi. Et nous, on a des trucs en double vitrage, voilà, avec des murs, enfin, quand même des dalles, pas des planchers en bois et tout. Et puis t'as du E, du F.
Alors, on arrive du coup, enfin, si on fait un peu le gros panorama, enfin, là, tu as une vingtaine de biens. Tu avais cet objectif de faire 5 biens par mois, par an et partir en voyage trois mois par an. J'ai l'impression que tu l'as déjà atteint. Quels sont tes objectifs maintenant? Qu'est-ce que tu penses ouais, où est-ce que tu vas en fait dans les prochaines années? Où est-ce que tu te vois aller, quoi? Ouais, c'est une bonne question. Donc, parce que là, bah, comme je t'ai dit, je suis en train de racheter une résidence principale qui va vraiment faire, enfin, c'est un gros montant, hein, on peut le dire. En plus, bah, je l'achète, voilà. Après, c'est très pratique, je l'achète tout seul. Enfin, pour, comme on dit, les hasards de la vie, hein, toujours. Donc là, je vais bien, je vais être bien endetté. Donc pour la suite, bah, voyager, je vais continuer à essayer de voyager. Bah ouais, ça à peu près 3 semaines par 3 mois par an, enfin 12 semaines, c'est comme ça que je fais à peu près une semaine par mois. Donc ça va continuer. Ensuite pour les biens IMO, donc comme je t'ai dit, soit je vais essayer de trouver un autre associé. Pour l'instant, je vais déjà clôturer. Là, j'ai encore 2 biens que je suis en train de signer et valider. Soit je vais trouver un autre associé et continuer à racheter des biens, mais voilà, avec une très bonne répartition. Soit je vais peut-être faire un peu d'achat-revente. Voilà, il y a des personnes inspirantes, dont toi, que voilà, c'est un peu la stratégie suivante. Hein. J'ai fréquenté pas mal d'investisseurs IMO qui sont plus avancés que moi. Puis c'est les stratégies qu'ils font. Ensuite, je vais continuer aussi j'aime bien tout cet environnement autour du podcast et de l'immobilier. Donc, soit, pourquoi pas essayer de monter peut-être des investissements à plusieurs via les membres qu'on a. Ça, ce serait une idée. Ou alors, ouais, investir. Moi, l'idée là que j'aurais, c'est en Belgique. Je sais pas pourquoi. Enfin, si, je connais des Belges. Voilà, c'est un peu la continuité de ma région nord-est. La fiscalité, elle est assez facile de ce que j'en sais. Après, t'as beaucoup de frais de notaire. Voilà, ça, ce serait un peu mais au niveau IMO. Et puis, le podcast développé. Voilà, avec le podcast crée énormément d'opportunités. Hein, t'as dû le voir, moi aussi. Donc, que ce soit des rencontres, maintenant on a des membres, voilà, j'ai un peu des accompagnements et tout ça, donc tout ça, ça fait que ça m'occupe bien. Mais ouais, l'idée serait pas d'avoir plus de 30 biens locatifs, ça c'est sûr et certain, même en association, même en délégation. Ouais, enfin, la question que j'aurais dû te poser depuis le début, mais qui m'a toujours un petit peu interloqué, c'est par rapport à... Donc ton podcast s'appelle Bye Bye Patron, mais de ce que je comprends en parlant avec toi, avec ton récit, c'est que t'as pas l'intention finalement de partir, toi, de ton côté, enfin d'être à ton compte. Ouais, moi j'ai eu un boulot vraiment quand j'ai commencé assez ingrat, qui est auditeur financier, commissaire aux comptes en France. C'est des métiers où il y a 30% de turnover à peu près par an. Donc dans ton équipe, si vous êtes 100, l'année d'après, il y en a 30 qui sont partis. Au bout de 3 ans, il y a quasiment plus personne. Donc c'est là où j'ai compris un peu Puis c'est un métier qui est mal payé, où les associés gagnent très très bien leur vie et où toi, quand t'es junior, tu gagnes à peu près, enfin c'est de l'ordre de 25 à 50 fois moins que les associés alors que tu fais autant d'heures qu'eux. Bon, tu te dis, ok, ils sont là depuis plus longtemps, ils ont peut-être faim. Mais tu vois bien qu'il y a une décorrélation entre quand même l'effort et les revenus. Et donc là, c'est où j'ai un peu mis le concept du bye bye patron. Et ensuite, après, je suis parti sur une niche. Moi, j'ai pas de patron aujourd'hui. Je suis vraiment, j'ai des missions, en fait, à faire chaque année. J'ai plus de patron qui me dit, tu peux prendre tes congés là, ou tu peux, j'ai des projets, faut que je les fasse. Mais en tout cas, ouais, mon activité professionnelle. Après, mine de rien, chacun y voit son, enfin, tu vois, l'IMO, c'est génial, il y a plein, tu fais des bonnes rencontres et tout, mais c'est un milieu qui est quand même un peu, voilà, t'as des artisans, t'es dans les travaux, parfois c'est un peu crade, quoi. Là, tous les gens que je vois dans mon métier, ils sont tirés à quatre épingles, ils sont propres sur eux, ils gèrent des boîtes. La plus grosse boîte avec laquelle je travaille, elle a 600 000 employés. Donc tu vois, forcément, tu parles avec le directeur financier de cette boîte, il va t'apprendre autre chose que ton carreleur, tu vois. Alors je dis pas qu'il y a un métier meilleur que l'autre, mais j'aime bien avoir un peu ces deux vies. Et puis mine de rien, beaucoup de gens sont, tu sais, l'entrepreneur. Moi, on n'en a pas parlé, mais j'ai connu beaucoup d'entrepreneurs quand j'étais plus jeune. C'était les gars qui avaient la pire vie du monde. Il y en avait qui étaient riches, mais c'était vraiment des vies horribles, quoi. Des gens avec des procès, des gens avec enfin voilà, je connais des gens dans le bâtiment. Il y a eu carrément des ouvriers qui sont décédés. Enfin, c'est vraiment des métiers qui sont compliqués. Enfin, faut trouver le bon équilibre, mais beaucoup de gens, d'entrepreneurs, l'ont pas trouvé. Hein. C'est en mode, je travaille beaucoup, j'ai beaucoup d'argent et je fais pas de sport, j'ai pas d'amis, mes enfants ils m'ont à peine vu. Voilà, je pense que toi, t'as aussi su. Enfin, c'est un peu le but de ton podcast, d'équilibrer un peu ses vies, mais il y a beaucoup de gens qui ont pas réussi à le faire. Et donc, et puis je trouve que les plus beaux projets, ils se font
peut-être pas en salariat, mais tu vois, enfin, t'as les gens dans les ministères, mine de rien, bah, je sais pas, l'amiral, je sais pas comment on dit, le chef d'état-major français, bah, il a peut-être un boulot qui est plus intéressant que le gars qui a son compte, je sais pas, l'infographiste, tu vois, c'est un peu le mine de rien, les gens qui envoient des fusées, qui construisent des avions, tout ça, c'est des salariés, quoi, qui font les ordinateurs, qui font les iPhones. Alors, ok, t'as un entrepreneur en haut, mais c'est peut-être pas lui qui a le boulot même le plus intéressant de la boîte, quoi. C'est pas le statut qui fait ce que t'es, tu vois. Tu peux être salarié, avoir un super boulot. Moi, je connais des salariés qui gagnent 25 000 euros par mois et tu vois, j'en connais. Alors après, c'est pas non plus trop. Et puis je connais des avocats à leur compte, c'est un monde que je connais assez bien, qui gagnent 1 500, 2 000 euros par mois. Il y en a beaucoup. Donc c'est pas ton statut qui va faire ta valeur, c'est juste trouve un truc que t'aimes bien, regarde tes objectifs un peu, tes envies financières et puis essaye d'aligner un peu le tout. En tout cas, moi je veux pas plus d'argent et je pense que beaucoup de gens n'en veulent pas plus. Enfin, en tout cas, on veut en faire, on veut que ça fasse des petits, mais la plupart des gens, allez, on va dire même à 10 000 euros par mois en couple, ça leur suffit très 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 largement. Les gens, voilà, les habits, on s'en préoccupe plus trop, les voitures, on s'en préoccupe plus trop. Les gens, ils veulent juste un logement, avoir du temps, partir en vacances, quoi. Franchement, c'est une bonne façon de voir les choses et d'envisager, tu vois, le bye-bye patron à l'opposé de ce qu'on pourrait imaginer, genre au revoir président, c'est la fête, ouais, je pose ma démission, tu sais, il y a quelques années encore, un peu dans le monde de l'infoprenariat, c'était un peu genre la honte si t'avais pas lâché ta démission, tu vois, c'était un peu l'honneur de truc. Et c'est intéressant que, ouais, je partage tout à fait ton point de vue, tu vois, que il y a une certaine richesse quand même à avoir, être quand même dans un monde, un truc qui t'intéresse. Et de pouvoir évoluer dans plusieurs mondes, tu vois. Et je crois que t'as un petit peu le meilleur des deux mondes parce que, comme tu dis, t'es pas 100% dans l'IMO, donc t'as aussi cet intérêt de l'autre côté, mais de l'autre côté, t'as pas un patron direct, t'es plus un métier de consultant et autres, et qui fait que, ouais, si j'étais à ta place, je sais pas non plus effectivement si je serais vraiment pressé pour pour partir, quoi. Non, c'est chacun, mais je pense que c'est vraiment une question à se poser, quoi. À quoi vous êtes prêts. Et puis, beaucoup de gens ont connu que des salariés, venaient d'une famille de salariés ou de fonctionnaires, et voient un peu l'entrepreneuriat comme un truc, un graal ultime, tu vois. Souvent, t'écoutes les gens et disent, oui, moi, j'ai pas eu d'entrepreneur dans ma famille. Entrepreneur, c'est le métier le plus simple à faire du monde, quoi. Enfin, je veux dire, t'as besoin d'aucun diplôme. Après, il faut réussir. C'est pas pareil, mais il faut réussir. Mais je pense qu'il faut être en accord avec ce qu'on veut, et il y a énormément de gens qui sont très bien, en tout cas, dans ce qu'ils font. Et surtout, ce que je voulais rajouter, c'est que même si t'as un patron qui te dit quoi faire, le jour où t'as 50 ou 100 000 euros sur ton compte, plus, même 1 500 euros, tu vois, de cash flow qui sort de tes trucs, ou alors tu vends un peu. Moi, c'est tout bête, j'ai 2 livres, ils me rapportent à peu près 300 euros par mois sur Amazon. Alors, je vais pas en vivre de ça, mais quand t'as ça, plus ça, quand tu vas avoir ton patron que tu lui dis non, ou qu'il dit les congés, je te les accorde pas, tu dis bon, bah alors je m'en vais. Tu vois, moi, c'est simple, mon associé, avant qu'il parte au Canada, il avait négocié plus 50% sur sa paye. En fait, il avait plein de boulot, il avait déjà les apparts et tout, il est allé voir son patron, il lui a dit « Je veux 50% d'augmentation, sinon je pars ». Et il les a eu. D'abord, il a bégayé, il a parlé chinois, le patron et tout. Il a dit quoi, 5%? Non, 50. Après, il les a eu, tu vois, il gagnait... Je connais très très peu de gens qui gagnaient plus que lui, alors que son métier, c'était technicien dans la plomberie, tu vois. Et ce qui a marché, c'était le fait que dans sa tête, il savait qu'il était serein parce qu'il était baqué avec Et le volume, on revient dessus, tu vois. Le volume, si t'as qu'un emploi et que ça va pas, bah tu fais comme les biens immo, tu démarches, tu vois. Moi, j'ai fait un gros gap dans ma vie quand j'ai changé de boulot. C'est pas essayer de négocier un bien immo jusqu'au dernier centime, c'est plutôt en avoir 10. Les boulots, c'est pareil. Les gens, puis je pense avec les conjoints, enfin, je sais pas si on peut faire le parallèle, mais tu vois, t'as des gens, ils deviennent toxiques avec leurs ex-compagnes et tout, parce qu'ils ils se focalisent sur un truc, quoi. Voilà, on est dans un monde rempli de choix et d'opportunités. Si à un moment ça va pas, faites le tour de tout ce que vous pouvez faire, plutôt qu'essayer de gratter les échelons dans ta société, tu vois, faire des heures. Moi, j'ai travaillé 70 heures par semaine dans mon premier boulot, et j'en ai retiré de travailler beaucoup, mais bon, je veux dire, à l'échelle de cette société, ça m'a rien apporté. Non, bah, c'est un beau message, je pense, pour terminer l'interview. D'espoir et voilà. Faites des gros billets et puis aimez votre femme et vos enfants.
Et le reste, on s'en charge. Le reste se charge du total. Bon, bah, c'est cool. Merci beaucoup, Thibaut. Avant de terminer, quelles sont peut-être les ressources que toi tu utilises le plus, que tu trouves qui sont peut-être les plus sous-estimées ou les plus intéressantes pour avancer dans toutes les questions qu'on a vues aujourd'hui? Bah déjà, écouter des podcasts. Moi, mine de rien, je me suis formé via les podcasts de podcasteurs qui ont un peu abandonné en cours de route parce que ils ont fait d'autres choses. C'est aussi pour ça que moi j'ai créé mon podcast pour un peu rendre. Et puis écoutez les podcasts, notamment même si vous en avez ceux des collègues podcasteurs. Franchement, on en apprend toujours beaucoup. Après, je dirais le mieux, c'est d'avoir, si vous arrivez, c'est très très dur à trouver, c'est d'essayer d'avoir une sorte de mentor ou il y en a qui disent coach, c'est un peu un mot qui est maintenant, enfin voilà, qui a perdu un peu de sa superbe, mais d'avoir quelqu'un, mais qui a juste 2-3 ans d'avance sur vous, ça sert à rien. Même moi, tu vois, j'ai 20 biens de parler à un gars il y a des gens qui ont 1000 biens. Même un de mes meilleurs amis, je t'ai dit, il a plus que 100 biens. Il a presque rien à m'apporter. Parce qu'en fait, son monde n'a rien à voir avec le mien. Ils ont des crédits in fine. Ils ont acheté à l'époque où à Paris, ça coûtait 2-3 000 euros le mètre carré. Ils ont rien à t'apprendre. Par contre, moi, j'ai un peu pour le podcast, on peut le saluer, Tony, Une vie de liberté, là. Lui, il avait 1 an et demi, 2 ans d'avance. Il m'a beaucoup aidé sur le podcast, pas sur l'IMO, mais sur le podcast. Et avoir quelqu'un qui est juste un peu en avance sur vous, si vous avez 0 bien, peut-être quelqu'un qui a entre 5 et 10 biens, c'est vraiment, pour moi, super important. Et choisissez très très bien votre conjoint. On dit qu'on est la moyenne des 5 personnes. Pour moi, vous êtes la moyenne de votre conjoint et de vous. Et ça peut dans les deux sens, quoi. Ça peut être un super accélérateur, ou alors ça peut être le pire frein, le pire boulet que vous pouvez vous mettre au pied. Donc, voilà. Aimez votre femme, faites en sorte qu'elle soit heureuse et elle vous aidera pour aller de l'avant. Je crois que ça va gamberger pas mal de l'autre côté de... Après cet épisode, les gens qui écoutent, là, il y aura des réflexions profondes qui vont se mettre en place, là, je pense. Non, mais c'est ça, on est détendu, mais au final, on y réfléchit tout le temps à toutes ces problématiques, donc c'est bien de prendre le temps de le faire. Ouais, complètement. Super, Thibaut. Où est-ce que les gens peuvent te rejoindre le meilleur axe, le meilleur canal pour se communiquer avec toi? Le meilleur canal pour me rejoindre, c'est vous allez sur mon site grosbillet.com, grosbilets.com. Il y a un groupe Telegram, vous pouvez m'écrire des mails. Sinon, Instagram, mais je m'appelle Bye Bye Patron avec des underscores. J'ai un peu plus que 5000 abonnés, donc si vous voyez quelqu'un qui a pas cet ordre de followers, c'est pas moi. Donc mon logo, il est orange. Donc voilà, Instagram et Telegram, ou alors les mails que vous pouvez trouver sur grosbillet.com. Je réponds à tout le monde, normalement. Je vous laisse pas sur le carreau. Et Paco, ça m'a fait super plaisir. Franchement, j'aime trop passer du temps avec les podcasters. Voilà, on n'est pas tant que ça. En plus, t'es super régulier tous les deux. C'est un peu. Il y a aussi Jérémy. Je pense que tu connais là de ça fait un bail. Je pense que nous trois, on est vraiment les podcasters IMO qui sommes les plus réguliers chaque semaine à sortir du contenu. Et puis ça, ça fait trop plaisir de passer du temps avec toi, et on pourra te retrouver sur mon podcast Bye Bye Patron. Là, il est sur toutes les plateformes, comme toi, je pense. Spotify, Apple, YouTube. Yes, on mettra tout ça dans les notes. Et super, merci beaucoup Thibaut. À très bientôt. À très bientôt. Ciao. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. Faites-toi un investisseur un peu mieux informé. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast avec ton entourage et à lui mettre une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Podchaser. Ça permet de le faire monter dans les classements et de me donner la motivation pour t'offrir toujours le meilleur contenu. Voilà, merci beaucoup encore pour ton soutien et une très bonne fin de semaine à toi. Ciao!